Vendredi 23 juin 2017, je suis Marcelin Gauvoy. Merci d'être en notre compagnie pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Les vacances approchent à grands pas, tant au niveau scolaire qu'au niveau civil tout court, parce que vraiment l'être humain est rythmé par des saisons et il y a une saison pour travailler, quelques temps pour se reposer. Reprendre d'aplomb donc la saison suivante. Et nous amenuisons, on va tranquillement vers la fin de la saison de cette nouvelle mouture de Matin à bonne heure. Ce sera le 30 juin prochain. On est très heureux d'être en votre compagnie, d'avoir été, d'être et de vous retrouver donc à la rentrée prochaine. Mais avant, sachez que cette émission aujourd'hui va s'articuler autour bien sûr de la culture, de l'information, avec bien sûr plusieurs démembrements qui nous feront l'honneur d'intégrer le conducteur de ce vendredi 23 juin. Rassurez-vous, je ne suis pas seul, ma consoeur et collègue Awa est avec moi. Bonjour à vous, bonjour, je vais très bien, oui. Hier, j'ai omis de mettre un boubou et j'ai décidé de réparer donc cela aujourd'hui, voilà. J'espère que vous appréciez. Alors aujourd'hui, Marco l'a dit, c'est le 23 juin, c'est vendredi et on connaît à peu près le conducteur du vendredi. En tout cas, on en connaît la colonne vertébrale. Il s'agit de donner les articulations les plus particulières aujourd'hui. Donc, André Sylvain Conan sera là, vous le savez. Et avec lui, il sera question donc d'immigration en Europe et rêve africain. Ce sera dans son édito. Et puis juste après, on aura le grand plaisir de recevoir Monsieur Nassa, qui fait partie d'une ONG que j'apprécie particulièrement, c'est l'ONG Solidarité Senior. Oui, on parlera d'une certaine tranche de la vie, le troisième âge, comme on a tendance à le dire. Bien vivre sa retraite, c'est possible, il en est un exemple et il nous dira comment. Et puis en fin d'émission, amateurs de musique, soyez installés, car il sera question de Zouglou et de Ziglibiti avec Touré Mamadou, qu'on connaît sous l'appellation de Touré BTS, qui est un collectionneur de musique ancienne. Il nous dira donc la symétrie qu'il pourrait y avoir entre le Zouglou et le Ziglibiti. Voilà, et puis bien sûr, on aura des reportages, on aura le JT et tout ce que vous savez qui font le piment et le sel de Matin Bonheur. On démarre tout de suite avec la gym, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de gym. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Alors nous allons travailler notre cardio avec un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est le saut à la corde. Alors pour cela, c'est vrai, il faut investir forcément dans une corde à sauter, ok, pour pouvoir continuer à perdre du poids ou à se remettre en forme. Alors, il y a trois choses que j'aimerais vous dire avant de commencer. C'est que la première, il faudrait que lorsque vous mettez la corde au sol, que vous posez la jambe à l'intérieur, il faudrait que la corde vous arrive au moins au niveau de la taille, au niveau de la hanche. Ok. La seconde, c'est qu'il faudrait bien gagner votre sangle abdominale lorsque vous effectuez vos sauts. Et la dernière, c'est de porter des chaussures, d'être bien chaussé pour pouvoir effectuer les sauts, pour éviter d'avoir mal à la plante des pieds. Ok. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. On va faire 50 sauts 4 fois avec 15 à 20 secondes de repos. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 10, 20, courage, 30, 40. Ok, super. On a fini le premier passage. Là, vous prenez 15 secondes, vous respirez. Allez, prenez votre temps, soufflez. Allez, on repart encore. Allez, 3, 2, 1. Top, deuxième passage. Allez, 1. 10. Il faut respirer par la bouche lorsque vous sautez à la corde. 20. 30. 40. Ok, super. Allez, on respire encore. Ok, soufflez. On expire par le nez, on expire par la bouche. Ok. Alors cette fois-ci, pendant que je fais les sauts, je vais essayer de courir en faisant la corde à sauter. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, cet exercice en fait est interdit pour toutes les personnes qui ont mal aux articulations ou qui ont des problèmes au niveau des articulations. Donc, on va y aller, mais cette fois-ci, je vais le faire en courant. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. 10, 20,
50. Ok. Alors, lorsque vous finissez ce passage-là, vous respirez, soufflez encore. Ok. Le dernier passage que nous allons faire, nous allons sauter de part et d'autre comme ça, avec la corde à sauter. C'est faisable, ça nous permet en même temps de travailler la taille. Donc, allez, suivez-moi. Essayez de le faire vous qui pouvez à la maison. Ok. Allez. 3, 2, 1. Top, allons-y. 10. 20. 30. 40. Ok, super. Allez là, vous respirez encore une fois. Ok, soufflez. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire un peu d'eau. Ok. Pour ceux qui ne peuvent pas faire les deux exercices que nous avons fait avec la corde à sauter, c'est-à-dire courir et puis sauter de part et d'autre, aucun souci. Continuez avec les deux pieds tout droit, comme on a fait au départ. Ok. Sans fioriture. Je vous assure que vous allez sentir que ça brûle énormément. Le prochain exercice que nous allons faire, c'est du gainage. Donc dès que vous finissez le saut à la corde, allez vous repasser sur votre tapis. Là, vous posez la corde à sauter à côté. Et là, vous faites la planche, le gainage facial. Et on va faire des mouvements là, de part et d'autre. On essaie de descendre le fessier sur chaque côté. On va en faire 22 fois. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle un peu. On respire. Allez, on s'éponge. Oh. Allez. On repart encore une dernière fois. Allez, courage, messieurs, dames. On finit avec cet exercice. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on s'assoit. Alors donc, sur ce gainage, à chaque fois que vous basculez la hanche de part et d'autre, vraiment gardez la sangle abdominale bien contractée pour pouvoir ressentir les effets. Moi, je vous donne rendez-vous lundi. N'oubliez pas de répéter les exercices de corde à sauter chez vous. Chaque jour, matin et soir, vous pouvez en faire 200 comme nous avons fait aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'ajouter aussi les gainages. Ça vous sera très bénéfique. Rendez-vous lundi. Allez, bon week-end à vous sur le plateau. Merci, coach. Merci, coach Fabio Capello. Bon week-end également à vous. Merci à vous, en tout cas, de nous prendre en marche, de vous réveiller avec nous sur RT1. Nous, on est très heureux de vous avoir toujours avec ces couleurs et puis beaucoup d'entrain également. À vous tendre la main. Le coq de la matinale est, lui, infatigable. Alors, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr le vendredi 23 juin 2017. C'est le 173e jour de l'année. Aujourd'hui, nous avons 3 journées internationales à célébrer et non des moindres. D'abord, nous avons la journée mondiale des veuves et puis également la journée mondiale de la fonction publique, sans oublier la journée olympique mondiale. Voilà, ce sont ces 3 journées qui sont concernées aujourd'hui. Et puis, vers la fin de cette émission, nous allons discuter musique, faire le parallèle avec notre érudit musical, vraiment qui fait partie de ceux qui aiment ces succès des temps passés et qui garde toujours la tête dans l'avenir. Touré BTS, qui nous parlera bien sûr du parallèle qui peut exister entre le Ziglibiti et le Zouglou. On salue également Fatim Djedje qui aurait bien aimé voulu prendre part à ce thème-là, parce que le Ziglibiti, elle est fortement concernée, autant de façon familiale que de façon en tant que mélomane tout court. Mais en tout cas, on lui fait un gros bisou d'où elle est. Donc aujourd'hui, on n'a pas de titrologie ni de revue de presse, mais André Silver Conan sera là donc pour nous donner un peu les principales articulations de son édito. Cette émission, c'est également la bonne humeur. Et donc, là où il y a bonne humeur, il y a forcément de l'humour. La preuve, les zinzins vous saluent bien bas. Lucas, montre-moi Lucas. Hey, tu vas me faire tomber. Et moi, je voyais tout là.
Ça va? Mais ça fait un bail. Ouais, tu es devenu barbu quoi. On dirait avocat Chakawi. Tu connais Chakawi? Le gars de Boko Haram là. Regarde, quand tu vois, tu connais. Oui, j'ai pris du poids, ouais. Non, toi aussi tu grossis. Mais tout le monde sait où tu grossis. Ouais, donc il va à l'hôpital, le docteur regarde la boule, il dit non, ça doit être un cancer. Donc il faut extraire la boule. Ça fait mal. Mais il n'avait pas le choix. Donc ils ont enlevé. Donc il est reparti avec une seule boule et la tige. Ouais. Il retourne à la maison une semaine plus tard, il revient et dit la dernière boule qui lui restait aussi est devenue bleue. Oui. Le docteur dit non, il n'y a pas de demi-mesure, on doit enlever aussi. Que si jamais c'est un cancer, ça risque de contaminer toute la zone. Le gars de lui ne va pas accepter. Le docteur dit non, si tu n'acceptes pas, c'est dangereux. Parce qu'il vaut mieux être en vie sans tes boules que d'être dans la tombe avec toutes tes boules au complet. Tu vois un peu. Donc ils ont enlevé la dernière boule, il lui reste seulement la tige, il est parti à la maison. Il dit, une semaine plus tard, il revient et dit que la tige elle-même est devenue bleue. Voilà. On dit non, il faut enlever. Là, moi-même, j'ai intervenu. Je dis, mais si tu enlèves, il va pisser comment? Si tu enlèves la tige là, il va pisser comment? Tu as déjà enlevé les deux boules. Bon, ça même déjà, il vit, mais il n'existe pas. Mais quand tu vas enlever la tige, il va pisser comment? Mais c'est la médecine. Le docteur dit non, on peut enlever la tige et puis on va mettre un tuyau. Et c'est pas le tuyau, désormais, il va pisser. On a accepté. Ils ont enlevé la tige, ils ont placé le tuyau. Le gars est parti. Une semaine plus tard, il revient et dit tuyau là même est devenu bleu. Oh. C'est là nous on est rentré dans tous nos états. Je dis non mais docteur, tu es malade. Tu es fou. Comment tout peut devenir bleu comme ça? Il dit non, calmez-vous, monsieur Kaboré. Et puis quand ton oncle, j'arrive, il rentre dans son laboratoire, il tape 30 minutes, il ressort, il attrape sa tête. Je dis il y a quoi? Il dit non, gars, c'était pas un cancer, mais c'est son jean qui déteint. Oui, un vieux. Les scènes de l'art que vous retrouvez bien souvent sur communiquer avec Matin Bonheur. les onomatopées. Ah oui, ah non, Marco limite super bien. Celui qui est censé être muet, il limite très bien. Alors, on va avancer dans notre émission. Bientôt, on se rendra donc au Nigeria. D'ailleurs, c'est tout de suite où le style traditionnel est de plus en plus prisé par les jeunes anonymes, mais surtout par les stars qui en font véritablement des références de mode. Au Nigeria, le trad, c'est swag. Dans les rues de Lagos, au Nigeria, il n'est pas rare de voir des hommes habillés en tenue traditionnelle. Amples et légères, ces tuniques sont au contraire devenues la nouvelle tendance. Omobolaji est tailleur, il s'est spécialisé dans la confection de ses habits. Son carnet de commandes ne désemplit pas.
Quand vous sortez le lundi matin et que vous mettez une tenue traditionnelle, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur. D'habitude, vous vous réveillez, cravate, chemise, tout le monde se précipite. Mais quand vous avez un rendez-vous, vous avez envie de dire aux gens « Ok, je suis africain, je viens de Lagos au Nigeria, voici mon style ». Chanteurs à la mode, hommes d'affaires et jeunesse branchée, tous ont adopté ces tenues inspirées des costumes traditionnels du Nigeria. Une tendance unique en Afrique où bien souvent la mode occidentale s'impose aux hommes. J'aime avoir un look différent et je m'habille souvent en traditionnel pour travailler du lundi au vendredi. Je trouve cela très confortable et très à la mode. Les gens les aiment simples, sans trop de broderie ou d'imprimés voyants, des choses faciles à porter. Une mode qui s'invite aussi sur les podiums des défilés de Lagos, capitale de la mode africaine. Nelly Wanji a ouvert un magasin de mode africaine à Paris. C'est désormais ici qu'elle vient dénicher les nouvelles tendances. Les femmes sont très internationales dans leur silhouette, avec des robes que toutes les Parisiennes pourraient porter. Mais les hommes en particulier, ils ont une tenue qui est très locale et que je trouve très intéressante à ramener à Paris. Avec plus de 500 ethnies, le Nigeria regorge de traditions vestimentaires, une source intarissable d'inspiration pour les stylistes pour partir à l'assaut de la mode masculine internationale. C'est joli, oui, c'est très joli. Moi, vraiment très beau. Et puis, ça nous réconcilie avec notre africanité. Oui, en Afrique également, hein, en Côte d'Ivoire par exemple, on porte de plus en plus de tenues traditionnelles. Cela dit, il y avait un très bel article dans un journal de la place que je ne citerai pas, qui s'interrogeait sur l'africanité du pagne, justement. Parce qu'on a tendance à penser qu'en portant du pagne hollandais, comme on le dit, on rend hommage à la culture africaine. Et cet article-là s'interrogeait sur l'africanité de ce pagne, en disant qu'on avait tendance à délaisser nos véritables pagnes africains, tels que le pagne Kita, le pagne baoulé, le pagne de l'Ouest, par exemple, des vrais pagnes typiquement africains, et que ce wax ne serait pas vraiment africain. Bon, la question peut toujours se poser. Et puis, je vous invite d'ailleurs à mener la réflexion chez vous. Hein. En tout cas, ce qui est très intéressant et important, surtout par rapport au reportage qu'on vient de voir avec nos amis, nos frères et sœurs du Nigeria, c'est qu'il n'y a pas de complexe. Hein, il faut le dire, hein, il n'y a pas de complexe. Le Nigeria est marqué par des gens, des hommes et des femmes qui, dans le monde entier, expriment leur culture. Lorsqu'ils sont dans un endroit, ils montrent vraiment toute la richesse culturelle de leur pays, et c'est un reportage qui vient à dessein, qui doit nous interpeller également. Et moi, j'aime bien quand dans des mariages ivoiriens, par exemple, on s'habille donc avec des tenues qui viennent, par exemple, des tenues Yoruba. Je préfère ça que... Dans les mariages ivoiriens? Dans des mariages ivoiriens, de plus en plus, par exemple les dimanches, on s'habille de plus en plus en tenue Yoruba. J'aime bien ce partage de culture sud-sud là, qui montre quand même qu'on est solidaire. Parce que je préfère porter des tenues du Nigeria que de porter le costume, quoi. Parce que franchement, non seulement c'est pas adapté à notre temps, mais bon, c'est devenu officiel, mais donc il faut ne pas oublier donc ses racines. J'aime bien ça. Le Kita, par exemple, c'est très beau. Dans des réunions internationales, quand on voit le président, à l'époque, c'est le président Jerry John Rawlings qui a fêté son anniversaire d'ailleurs. Nous profitons donc de l'occasion pour souhaiter un Happy Birthday, Mr. Past President. Et puis voilà, ne pas oublier ses cultures. C'est pour ça que, par exemple, les vendredis, votre serviteur, donc, a toujours une tenue ethnique. Merci au passage à quelqu'un qui a été avec nous tout au long de la saison, Monsieur Gilles Roland Touré, un des défenseurs également de ce feeling-là. Merci d'être avec nous. Il est 6h14. Vous savez qu'à 6h27, on aura donc les informations, la première salve d'informations avec avant la météo. Mais avant, nous allons continuer doucement dans notre conducteur. N'oubliez pas que le temps est frais, 24 à 26 pour ces premières heures de la matinée, et sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. Risque d'alternance de pluie et d'éclaircies sur notre pays. Allez, nous allons aller maintenant dans un autre endroit, du côté d'Agadez. Matin Bonheur, c'est également le rendez-vous du voyage. La morosité depuis l'interdiction de transport des migrants. Oui, tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Dans les allées du marché d'Agadez, les étalages sont garnis, mais les clients se font rares. Issou vend des habits. Depuis l'interdiction du trafic de migrants,
plus personne ne vient s'approvisionner chez lui. Avant, je peux vendre par jour 100 gants, 80, 50, 60, ça dépend. Mais maintenant, peut-être même 2 ou 3, tu ne peux pas vendre. Plaque tournante de l'exode des clandestins africains vers la Libye et l'Europe, Agadez est frappée de plein fouet par la loi interdisant le transport des migrants, entrée en vigueur en 2015. Les contrevenants risquent de 1 à 30 ans de prison et des amendes de 4 000 à 45 000 euros. Pour les passeurs et les rabatteurs, c'est désormais la crise. Le matin, tu vas avoir plus de 200 ou 150 passagers. Actuellement, ça ne dépasse pas 4 ou 3 qui arrivent. Donc, c'est changé. Avant, chaque jour, il faut gagner 30 à 40 000. Actuellement, des fois, jusqu'à une semaine, j'ai rien. Pour dynamiser la région et tenter de faire émerger des activités alternatives, le Niger a adopté un programme de 460 millions d'euros soutenu par l'Union européenne. Un programme dont les effets se font toujours attendre. On veut contrôler la migration, on veut arrêter la migration, l'économie va avec. Hein. Depuis qu'on a criminalisé effectivement l'activité, c'est vraiment un souci pour la ville d'Agadez. Extrêmement pauvre, le Niger est pris en étau entre les groupes islamistes implantés dans le Sahel et Boko Haram dans le sud. La chute de l'économie à Agadez risque de pousser les chômeurs vers d'autres activités plus lucratives, comme le trafic de drogue, d'armes ou de voitures. Voilà. Marco le disait, hein, aujourd'hui c'est la journée mondiale des veuves. Il faut savoir que cette journée, on la doit à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui l'a initiée depuis 2011. Elle s'est en effet engagée dans la promotion et la protection des droits des personnes fragilisées. Et sous son impulsion, le Gabon a porté aux Nations Unies un projet de résolution qui a été adopté par l'Assemblée générale le 21 décembre 2010. Donc, de nombreux pays, notamment sur le continent africain, ont apporté leur parrainage à cette initiative tant elle rejoint des préoccupations actuelles. Donc, aujourd'hui, le 23 juin, c'est la journée mondiale des veuves. D'ailleurs, Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général de l'ONU, L'ancien disait que lorsqu'elle perd son mari, la femme ne devrait pas perdre ses droits. Pourtant, 115 millions de veuves vivent dans la pauvreté et 81 millions ont été victimes de violences physiques. Les filles mariées à des hommes beaucoup plus âgés sont particulièrement vulnérables parce que, bien évidemment, dans certaines régions, dans certaines cultures où on marie des filles à peine adolescentes à des messieurs qui sont quasiment en fin de vie, bien c'est tout à fait logique qu'ils partent avant elles et elles se retrouvent à ce moment-là dans des situations très précaires et c'est pas du tout évident. Et puis c'est pas que dans les zones rurales, on a tendance à penser que ça peut être très loin de nous, mais en zone urbaine également, des veuves se retrouvent complètement démunies, elles se voient dépouillées par la famille du défunt et elles se retrouvent avec des difficultés énormes à s'occuper de leur famille, de leurs enfants. Donc il faut se battre pour leurs droits et on salue au passage toutes les ONG qui ont décidé de faire de cette lutte leur fer de lance. Franchement, chapeau à vous. Et puis, on n'oublie pas également, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, donc les veuves qui souffrent des affres, des conflits, parce que surtout dans nos sphères en Afrique, au sud du Sahara et en Afrique de façon globale, les veuves, donc parfois, on en retrouve par rapport à des périodes post-conflit. Il y a beaucoup de dégâts. Et mesdames et messieurs, lorsqu'on arrive à atténuer vraiment la résurgence donc, de ces conflits-là, on ajoute beaucoup de quiétude à la sphère familiale. Parce que selon une étude récente d'une ONG américaine, donc les conflits en Afrique et dans des pays en voie de développement affectent beaucoup le nombre de femmes, le nombre de veuves. Et on a remarqué également dans cette partie-là que les veuves sont de plus en plus elles sont veuves, mais très jeunes. Et là, c'est une sonnette d'alarme qu'il faut vraiment sonner. Et l'ONU œuvre pour qu'il y ait beaucoup de sensibilisation et surtout la protection des femmes et de la sphère familiale de façon globale. Demain samedi, on ne sera pas en votre compagnie, mais on vous informe tout de même que ce sera la journée mondiale anti-contrefaçon. Et oui, il faut lutter contre la contrefaçon et cette journée mondiale existe depuis 1998. C'est un fléau qui touche de nombreux domaines, notamment l'industrie de luxe, les médicaments, les pièces automobiles,
les pièces également électroniques, l'habillement, les logiciels, les films, etc. etc. La piraterie, c'est aussi de la contrefaçon. Quand on achète des CD non stickés et non authentifiés aux abords des routes, c'est également de la contrefaçon. Pour les vêtements, alors là, on n'en parle pas. On a des marques trafiquées à tous les coins de rue et c'est très mauvais pour l'économie d'un pays, bien évidemment, parce que les taxes et autres frais de douane ne sont pas perçus correctement. Donc, il faut lutter contre la contrefaçon. Et puis, j'estime que quand on n'a pas les moyens de s'acheter une marque en particulier, bien, il y en a bien d'autres qui sont à notre portée et sur lesquelles on peut se faire plaisir. Donc, c'est pas du tout utile, là, à mon sens, en tout cas, de s'adonner à cela. Et puis, quand ça touche la santé, par exemple, les médicaments, là, c'est encore plus compliqué. On se souvient que sur ce plateau, on vous informait qu'une usine de contrefaçon de médicaments avait été démantelée ici même à Abidjan. Une somme importante de médicaments contrefaits ont été saisis par les autorités. Et franchement, c'est à déplorer totalement. Et puis, on n'oublie pas, mesdames et messieurs, aujourd'hui, donc le 23 juin, nous sommes vendredi 23 juin, bien sûr, c'est la journée aussi internationale de la fonction publique. Alors, quand on parle de fonction publique, pendant des années, on a l'impression que travailler pour la fonction publique, c'est ringard, c'est pas... Voilà, alors que Dieu seul sait un peu les efforts donc, de tous ces soldats de l'administration à travers le monde. Donc, c'est une journée pour décomplexer un peu le giron des fonctionnaires et montrer combien de fois ils sont braves et combien de fois ils œuvrent vraiment à la solidité, au dynamisme, bien sûr, du côté industrieux de chaque pays. Donc, nous aimerions ce matin saluer tous les fonctionnaires, quel que soit le domaine. Vous êtes une très, très belle pierre à cet édifice-là de construction de votre pays. Il n'y a pas de complexe à avoir parce que bien souvent, on a tendance à être un peu complexé. Bien ceux qui sont dans la fonction publique ont tendance à être complexés par rapport au privé, parfois peut-être par rapport aux conditions qu'on n'a pas, par rapport aux moyens, tout ça. Mais cela en rajoute au mérite parce qu'avec le peu qui est donc en possession de toutes ces personnes qui œuvrent dans le giron de la fonction publique, là, il y a du beau boulot qui est fait, notamment dans le domaine médical où quand ça chauffe, entre guillemets, on se rabat toujours sur des personnes du public qui ont une expertise avérée. Et au-delà même du côté médical, dans bien des domaines, mesdames et messieurs. Alors, bonne fête à tous les fonctionnaires, à tous ceux qui œuvrent dans la fonction publique. C'est vrai, Marco le disait, aujourd'hui, on peut se sentir quelque peu dévalorisé. Il y a quelques années, tout le monde voulait être fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est le contraire, tout le monde veut être dans le privé. Mais en tout cas, tant que vous trouvez votre bonheur dans votre secteur d'activité, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, on va finir avec la journée olympique mondiale. C'est aujourd'hui et en profiter pour saluer nos champions olympiques, notamment Cheikh Salah Cissé et Ruth Gbagui, j'espère que Gbagui, Ruth, qui sont en compétition. J'espère que je le prononce bien. Voilà, qui sont en compétition. Et puis, voilà, félicitations à vous. Toute la nation vous porte dans son cœur. Et puis également, une autre championne dont j'ai oublié le nom, il ne faudrait pas que je l'écorche, qui a rapporté également une médaille à la Côte d'Ivoire dans le handisport aux derniers Jeux olympiques, qui a été honorée également par les autorités de ce pays. Dans quelques instants, donc, Maïs Sako sera installé pour la première session d'information de la journée. Restez bien en notre compagnie. Juste après, M. Nassa Dakouri sera sur ce plateau pour nous parler de l'ONG Solidarité Senior, pour nous apprendre à bien préparer et surtout à bien vivre sa retraite, car c'est possible. Marco, pendant nos échanges avec M. Nassa, on a pu se rendre compte qu'on pouvait avoir une idée assez erronée du retraité. Mais ils sont assez dynamiques. On va laisser un peu le suspense parce qu'il est très intéressant. M. Nassa, il va venir, ils sont très dynamiques, il sera avec les nous, retraités. il va nous donner des informations. Si vous êtes jeune, regardez, les plus jeunes, regardez, parce qu'il ne faut pas voir la retraite de loin, tout ça. Il y a beaucoup de choses à éviter. Et puis, pour revenir rapidement avant le journal, puisqu'il est 24 sur la journée olympique, sachez qu'aujourd'hui, si vous avez la chance d'être à Paris, il y aura beaucoup de manifestations parce que vous savez que la capitale française brigue donc l'organisation des prochains Jeux olympiques. Il y aura toute une nomenclature, beaucoup d'ambiance du côté de Paris, un village olympique donc en miniature pour montrer un peu les potentialités du dossier parisien par rapport à l'olympisme. Et vous savez, l'attachement de la France à l'olympisme. Et puis, on ne va pas oublier également par rapport
à la France, la transition toute trouvée pour parler bien sûr de la francophonie, 8e jeu de la francophonie. Ce sera dans notre pays dans exactement 28 jours, J-28, donc on aura, c'est J28 ou 29? En tout cas, c'est sûr, 27. Ah, dans 27 jours, vous voyez, on a la frénésie, on veut que ça arrive vite. Dans 27 jours, mesdames et messieurs, la francophonie dans notre pays avec des délégations qui vont venir de partout au nom du français. Il y aura des jeux, il y aura vraiment tout et la RTI donc sera au diapason et va faire en sorte de vous restituer toutes les principales pulsions de cet événement international important. L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche au cœur donc, de ces Jeux. Bien sûr, on a de cesse de le dire, 4000 athlètes, 8000 visiteurs en tout pour notre pays. Ça fait une belle vitrine. On va être accueillant, on va leur faire découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan culinaire, le foufou, le foutou, la loco, le placali, tout ce que vous voulez. Voilà, il faudra donner une très belle image de notre... de ce que la Côte d'Ivoire qu'on aime. Le claclo, momi, galette, aller-retour, APF, jaune, voilà. pain maca, tout ce qu'on mange de bon ici. Voilà quoi, guaguassou, voilà sauce pistache. Garba surtout. Oui, Garba. Moi, je vais installer mon stand de Garba. Avec beaucoup de piment rouge. Oui, je vais installer mon stand de Garba aux abords du village francophone. Et puis, j'espère avoir beaucoup de clients. Surtout que le temps, en ce moment, c'est pas très donné. Alors, elle est là, elle est dans le studio. Avec un magnifique sourire. Moi, quand je la vois chaque matin, je suis... Oh là là. Maï Sako est prête. Vous la retrouvez juste après la météo. À tout de suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette matinée, la présence nuageuse sur les régions du littoral et celle du sud forestier sera accompagnée localement de pluie. Cette situation évoluera progressivement vers un ciel généralement nuageux avec des éclaircies. L'est et le nord-est connaîtront un ciel généralement nuageux alors que sur le reste du pays, le temps sera partiellement couvert. Les variables de la matinée, la minimale affichera 21 degrés pour une maximale de 25 degrés. À Abidjan ainsi qu'à Diaké, il fera 24 degrés. 21 degrés de minimale à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, 23 degrés à Daloa, 25 degrés de maximale à Dambokro, 24 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans dans la région du Tompi, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Pour l'après-midi, une alternance nuages et soleil débouchera sur des bourgeonnements nuageux, parfois même orageux, au nord-est, à l'est, dans le sud forestier et sur les régions du littoral. Le centre, l'ouest et le nord-ouest connaîtront de larges éclaircies. Cependant, en fin de période, le nord-ouest et le centre seront affectés par quelques pluies. Les variables de l'après-midi à présent, la minimale affichera 30 degrés à Abidjan comme à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 33 degrés de maximale à Dambokro, 30 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Korogo, 30 degrés à Mans, 33 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou et enfin à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30.
Les ministres africains de la fonction publique ont déclaré le 23 juin Journée africaine pour la fonction publique. Le thème de l'édition 2017 est « Enraciner la culture de prestation des services centrée sur le citoyen ». Ce thème vise à renforcer l'orientation de l'action publique vers la satisfaction du citoyen. Pour cette journée, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a fait une déclaration. Chris Diomondé à Boussanogo. L'édition 2017 de la Journée africaine pour la fonction publique a pour thème « Enraciner la culture de prestation de services centrée sur le citoyen ». Partenariat avec la jeunesse pour la transformation de l'Afrique et celle des Nations Unies sur le thème « Le futur c'est maintenant ». Accélérer l'innovation dans le service public pour réaliser l'agenda 2030. Des thèmes qui sont une exhortation à renforcer l'orientation de l'action publique vers la satisfaction des citoyens. Dans cette optique, en Côte d'Ivoire, un observatoire des services publics a été créé. Il est chargé d'améliorer les relations entre l'administration et les usagers dans le cadre d'un dialogue permanent guidé par le souci de transparence, de traçabilité, de célérité et de responsabilité dans l'action administrative. Leur but est de retracer toutes les procédures et de les mettre à la disposition de tous les usagers, afin de supprimer tout ce qui entoure souvent les processus de production des actes administratifs. Mais pour que toutes ces actions puissent être couronnées de succès, elles devront être accompagnées d'actions de sensibilisation en vue de l'émergence d'un fonctionnaire nouveau dans le cadre d'un plan de conduite du changement. La modernisation de l'État longtemps attendue par les Ivoiriens commence à prendre forme. Le gouvernement est résolument engagé dans des réformes structurelles afin de faire de notre administration une administration ouverte, pleinement engagée dans la culture de la redevabilité, de l'imputabilité et de l'obligation des résultats pour la satisfaction du citoyen. La première conférence panafricaine des ministres de la fonction publique qui s'est tenue au Maroc les 20 et 21 juin 1994 a décidé de déclarer le 23 juin Journée africaine pour la fonction publique. Décision qui fut par la suite adoptée par les organes délibérants de l'Union africaine. Le 20 décembre 2002, une résolution des Nations Unies déclare la journée du 23 juin Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Autre chose, le secteur des transports va bientôt connaître un essor avec la réalisation du métro d'Abidjan. Le projet financé par le Trésor français va démarrer avant la fin de l'année. La question était au centre d'échange à Paris entre le ministre ivoirien des Transports et les chefs d'entreprise ainsi que la directrice générale du Trésor de France, Mamadou Kwasi. Dans quelques mois, un nouveau type de transport va intégrer le quotidien des populations du district d'Abidjan. Il s'agit bien du métro. Une ligne qui va relier la ville d'Aniema à la commune de Port-au-Boué. Et l'accord de réalisation de financement a été au centre de la récente rencontre du président de la République, Alassane Ouattara, et du président français Emmanuel Macron. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, le ministre des Transports, Amadou Koné, échange ici à Paris avec les entreprises françaises en charge de la réalisation des travaux. Il s'agit pour le représentant du gouvernement ivoirien de s'accorder avec ses chefs d'entreprise sur les délais d'exécution et surtout le mode opératoire. Ces différents points conclus, le ministre Amadou Koné et sa délégation ont mis le cap sur le Trésor français. Ici, la délégation ivoirienne a échangé avec la directrice générale du Trésor français, institution en charge du financement du métro d'Abidjan. Nous avons donc été instruits à l'occasion du salon du Bourget de rencontrer tous nos partenaires donc, sur le train et voir s'il y avait encore quelques préoccupations, essayer de lever ces préoccupations donc, pour commencer les travaux de ce train le plus rapidement possible. La partie française a dit sa détermination à accompagner ce projet ivoirien qui vient réduire le problème des déplacements dans le district d'Abidjan. La France considère que c'est un projet qui est très structurant pour Abidjan, le développement de la ville d'Abidjan. Et donc nous ferons tout ce qu'on peut pour accompagner ce projet en apportant des financements appropriés pour l'accompagner et permettre sa réalisation. D'une distance de 37 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan va relier la ville d'Aniama à la commune de Port-au-Boué, en passant par les communes d'Abobo, d'Adjamé, du Plateau, de Treichville, de Makuri et de Koumassi. Le début des travaux est prévu pour fin 2017.
Parlons finances publiques. Un nouveau schéma directeur vient d'être élaboré. Il devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les pays aux performances irréprochables en matière de gestion des finances publiques. Noël Nyanyou. Fini l'évaluation du schéma directeur de la réforme des finances publiques pour la période 2014-2016. Après 72 heures d'échanges et de travaux en commission, il est ressorti un tableau satisfaisant. Le comité technique et l'ensemble des structures impliquées dans la mise en œuvre du schéma directeur a pu réaliser 64,3% d'activité par rapport à ce qui a été prévu. Et en dépit des contraintes financières qui ont été évoquées et en dépit des difficultés de mise en cohérence des agendas des partenaires au développement et de l'agenda de l'État. Comme on le voit, le système de gestion des finances publiques s'est significativement amélioré. Cependant, des difficultés sont soulignées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de coordination entre les différentes administrations financières en charge de l'exécution des réformes. La complexité de certaines réformes. À ces difficultés associons les risques identifiés. Ils ont pour nom retard dans l'informatisation de l'administration financière, insuffisance de financement de la réforme, réaction tardive de certains acteurs clés. Sur cette base, des recommandations ont été faites parce que la Côte d'Ivoire veut améliorer son classement dans l'indice de perception de la corruption. Elle occupe depuis 2014 le 115e rang sur 174 pays. Le défi est de se classer parmi les 80 pays en 2018 et les 50 premiers en 2020. Voilà qui explique les recommandations au terme des travaux. De renforcer le cadre institutionnel de mise en œuvre du plan de réforme, renforcer également la coordination dans la mise en œuvre des actions, trouver les financements, veiller à la stabilité des acteurs impliqués dans la gestion au niveau de la transparence, intégrer l'inspection générale d'État. Le prix à payer est connu et évalué. Place aux poignées de main du directeur de cabinet du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État comme pour inviter chaque acteur à retrousser les manches parce que la partie ne sera pas de tout repos. Les nouvelles sont bonnes du côté de Bokanda. Une unité de production d'Atiké est en passe d'être installée dans cette localité. D'importants lots de machines ont été livrés samedi dernier. C'est une initiative du projet Un Agba, un hectare d'Agbar. Charles Tatou. Un Agba, un hectare d'Agbar. Un projet initié dans la région d'Unzi par l'ONG AFA. Objectif, faire reculer la pauvreté dans cette partie du pays. Le projet est entré dans sa phase de concrétisation. Les responsables de l'ONG viennent d'acquérir d'importants lots de machines de transformation de manioc à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Quand je vois mes parents d'Unzi impuissants, il n'y a pas de travail, et les jeunes se donnent à l'orpaillage, les femmes elles ne sont pas occupées. Et c'est pour cela que j'ai fait ce sacrifice, pour mettre nos sœurs au travail. Ces équipements industriels sont désormais à la disposition des acteurs de la filière manioc, de Bokanda, de Dimokro et de Kwasi-Kwasi-Kro. Nous avons 2,5 hectares de manioc. On n'a pas encore récolté, mais ça déjà en maturité. Maintenant que l'usine est là, je crois qu'ils vont prendre en gros et nous allons encore avoir plus. La remise de ces machines a constitué un moment de communion des cadres avec les populations rurales. Parrain de la cérémonie, l'inspecteur général d'État. Emmanuel Nyamiangouran exhorte les élus et cadres d'Unzi à soutenir l'initiative de l'ONG AFA. Les cadres de la région d'Unzi répondent ainsi aux attentes du président Alassane Ouattara et de son gouvernement dans leur effort continu de la recherche d'un mieux-être des populations en les incitant à l'exercice d'activités génératrices de revenus. Le projet est révolutionnaire et seule une adhésion pleine et populaire peut le conduire à un aboutissement heureux. La région d'Unzi dispose pour l'instant de plus de 500 hectares de plantations de manioc en production. À l'étranger, la France est parvenue à faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'unanimité, mercredi dernier, une résolution autorisant le déploiement d'une force antiterroriste de 5000 hommes, composée de contingents des 5 pays du Sahel. Cette force est chargée de protéger les frontières de la vaste zone sahélo-saharienne
en proie à la violence des groupes terroristes et au trafic de drogue et d'êtres humains. Abou Sanogo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Ce projet de résolution, élaboré par la France, a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil après que Paris et Washington sont parvenus à trouver un accord. Le texte salue également le déploiement du G5 Sahel, qui comprend le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, mais sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force chargée d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région. La résolution que nous venons d'adopter apporte un appui fort et décisif à une initiative africaine majeure, endossée et autorisée par l'Union africaine, qui vise à lutter contre le terrorisme. Elle contribue à la démarche stratégique visant à encourager la volonté des pays africains de prendre en charge la sécurité de leur continent. De son côté, l'ambassadeur du Mali a plaidé devant le Conseil pour un soutien plus conséquent afin d'assurer un fonctionnement efficace de la force. Nous voulons aller vite quand les groupes criminels n'attendent pas. D'ores et déjà, je puis vous assurer de l'engagement total de nos États à relever les défis de la mise en œuvre de cette résolution. Nos chefs d'État sont déterminés à opérationnaliser rapidement cette force avec les ressources propres, en attendant l'appui de la communauté internationale. Les chefs d'état-major de cette force ont approuvé en mars un plan prévoyant des effectifs de 5000 militaires, policiers et civils, mais ils ont récemment exprimé leur ambition de les porter à 10 000. Elle sera basée à Bamako, comme la mission de l'ONU et la MINUSMA, mais sous un commandement séparé. Elle devra aussi se coordonner avec l'opération française Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Toujours à l'étranger, les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont débattu hier de problèmes liés au Brexit, à savoir le départ de la Grande-Bretagne de l'Union. La première ministre britannique, Theresa May, n'a pas participé à la réunion. En revanche, elle a pris la parole lors du dîner qui précédait le débat à 27 sur le Brexit. En Irak, alors que les forces gouvernementales mènent un combat acharné contre les terroristes de l'organisation État islamique pour tenter de reprendre la ville, un lieu historique et symbolique a été détruit mercredi dernier. Il s'agit de la mosquée Al-Nouri. Les terroristes et la coalition internationale se renvoient la responsabilité de cette destruction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Merci Maïsako. Merci Marcelin. Et bon week-end à vous. Hein. Merci, et puis à vous voilà, aussi. on vous suit toujours sur les antennes de RTI 1 au niveau du journal. Merci. Merci d'être à Matin Bonheur en ce vendredi 23 juin qui poursuit sa route très sereinement pour atteindre, vous le savez, 7h30, destination 7h30. On commence tous les jours du lundi au vendredi à partir, vous le savez, de 5h55. Il y a la rediffusion de l'émission, c'est à partir de 14h30. Mais vous pouvez regarder aussi toute l'émission, hein, c'est pas grave. Instant donc édito à présent. Et avant, bien sûr, de le lancer, j'aimerais revenir sur cette citation de Jean Jaurès qui m'a bercé dans mes lectures hier. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Et croyez-moi, ce n'est pas celui qui va me contredire. Ce n'est autre que André Silver Conan. L'instant édito sur RTI 1, Matin Bonheur. Bonjour Marcelin, bonjour Eva, bonjour chers téléspectateurs. Dans l'éditorial du jour, je traite du thème de l'immigration en Europe et du rêve africain. Les chiffres de l'Odyssée mortelle donnent froid dans le dos. Depuis le début de l'année, 1073 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée. Parmi eux, 150 enfants. Les chiffres sont du HCR et ils ont été dévoilés en avril. C'est dire qu'à l'heure où je vous parle, le décompte macabre s'est alourdi depuis lors. Des chiffres en hausse par rapport à ceux de l'année dernière. Depuis le début de l'année, 36 700 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes après avoir été secourues en mer. Des chiffres encore en hausse de près de 45% par rapport à ceux de l'année dernière. La plupart des victimes sont d'origine africaine et parmi ces Africains,
des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui fait mourir, pardon, qu'est-ce qui fait courir ces Ivoiriens, ces Africains? À mon avis, et je peux sans doute me tromper, ce n'est pas forcément la misère, quoique bien réelle dans nos contrées africaines, et quoique cette misère, donc, conduisant aussi certains sur la Méditerranée. De fait, tous les témoignages d'immigrés, je dis bien tous les témoignages d'immigrés, confirment un fait indéniable. Aucun ne se lance sur la route de l'aventure sans avoir auparavant économisé ou rassemblé au moins 1 million de nos francs, le minimum nécessaire pour être inscrit sur la liste des passeurs illégaux. Mais alors, pourquoi ces jeunes hommes et ces jeunes filles choisissent librement d'aller affronter la mort dans le désert du Sahara, de braver les kidnappings, de courir le risque d'être arrêtés par des milices djihadistes en Libye, de mourir sur des embarcations de fortune en Méditerranée, alors qu'ils ont pu rassembler au moins 1 million dans leurs francs dans leur pays d'origine? Écoutons la réponse de Isiaka Konaté, il est le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. C'est un phénomène de mode. Ils dépensent beaucoup pour un hypothétique Eldorado où ils devront tout recommencer à zéro, au lieu d'utiliser leurs fonds dans un projet ici. Fin de citation. Alors, je pose autrement la question. Pourquoi des jeunes choisissent un hypothétique Eldorado en Europe au lieu d'utiliser leurs fonds dans un projet en Afrique? Ma réponse va peut-être vous surprendre d'autant qu'elle est subjective. L'Afrique ne fait pas rêver. Ces candidats à la mort fuient la mauvaise gouvernance. Ils fuient le manque de perspective. Être condamné à vendre des habillages de téléphone portable qui rapportent 5 000 francs par jour et avoir bien conscience que le système ne pourra jamais nous faire bénéficier d'un financement de 10 millions de nos francs pour vendre non des habillages de téléphone portable, mais de vrais portables, pousse souvent des jeunes à l'aventure. Une gouvernance marquée par le manque de liberté. Liberté, par exemple, de critiquer leurs dirigeants sans être inquiétés. Une gouvernance marquée par le manque d'équité, résumée dans nos boutades africaines du genre. Pauvre à tort, relation est mieux que diplôme, ça ne va pas aller quelque part. Les signes de l'impunité. Une gouvernance marquée par un cadre de vie qui ne fait pas rêver. Ils préfèrent aller prendre un selfie sur les Champs-Élysées parce qu'il n'y a pas dans leur pays un site de ce genre qui fasse autant leur fierté. Il fut surtout la faillite des modèles de réussite en Afrique. Ces hommes et ces femmes, si nécessaires et forcément utiles dans la construction de la conscience citoyenne. Des modèles de réussite qui existent effectivement en Afrique, mais qui ont fait leur fortune souvent en Europe. Tant qu'on se trompera de paradigme, à savoir que ces jeunes fuient la misère africaine au sens littéral et économique du terme, Angela Merkel, qui vient d'initier un projet, pourra donc initier 1000 plans Marshall pour l'Afrique. Les chiffres de l'immigration ne chuteront pas. Cela est d'autant vrai que des gens pourtant bien payés en Afrique ont préféré vendre tous leurs biens pour immigrer au Canada. La question est, pourquoi? La réponse se trouve dans mon hypothèse de départ. Ils fuient, mais alors ils fuient la misère de la gouvernance en Afrique. Merci. J'espère que ce message ne sera pas tombé dans l'oreille de sourds, tant au niveau donc, de ces jeunes candidats à cette aventure, vous l'avez dit, hypothétique, tant dans l'oreille de nos dirigeants qui devraient, et je suis tout à fait d'accord avec vous, donner plus d'espoir à la jeunesse africaine afin qu'elle puisse rester chez elle, vivre en bonne intelligence avec tout le monde et surtout avoir de l'espérance d'un lendemain meilleur sur place. Merci beaucoup. Merci. Par contre, avant votre édito pendant le JT, il y a un agba, un nectar d'agba qui vous a... Un nectar. Parce que vous êtes agba, il faut le dire. Un agba et un nectar d'agba. C'est un jeu de mots parce que agba, c'est l'ethnie agba, c'est un sous-groupe de Baoulé. Pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, Baoulé qui est une ethnie de c'est un projet éponyme parce que agba signifie manioc. Voilà, je crois que c'est une histoire qui remonte à la reine Pokou. Voilà. Oui, c'est un projet. L'Agba est très fier de, très bien. de manger Agba. Vous savez que la reine Pokou était codée?
Non, je sais qu'elle avait un prince. Non, c'est moment d'histoire, mesdames et messieurs. Je dis ça pour vous taquiner, je n'en suis pas du tout sûre. Merci beaucoup. Ce n'est pas vrai du tout. Merci beaucoup. Monsieur Nassa est installé, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Eh bien, bonjour. Je l'ai dit, Marco également l'a dit en début d'émission, c'est avec un grand plaisir qu'on va vous recevoir pour parler de votre ONG Solidarité Senior qui regroupe donc des retraités dynamiques qui vivent leur retraite de façon heureuse, car oui, c'est possible. Rebonjour, un jingle. Dans 10 minutes, mesdames et messieurs, ce sera la thématique de notre émission. Mais avant, on a le grand plaisir, comme vient de le dire à l'instant Eva, de recevoir M. Nassa Dakouri, membre de l'ONG Solidarité Senior, qui va nous parler. C'est une période vraiment qui fait peur. Personne n'y échappe normalement. C'est la retraite. Parfois, il y a plusieurs catégories. On l'appréhende avec beaucoup de peur, de stress. On est pressé par le temps, parfois aussi par les gens qui parlent autour. Et puis aussi, parfois, on l'aborde sereinement. Comme c'est votre cas, on le constate. Quand on vous voit, on est très heureux de discuter avec vous parce qu'on a discuté avant cette émission. Rebonjour et puis dites-nous, la retraite, faut-il en avoir peur ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi avoir peur de la retraite? La retraite, c'est on a servi son pays loyalement et après, le pays vous dit, bon, vous avez l'âge de vous cesser de travailler et de vous reposer, de vaquer à d'autres occupations, de vous occuper de vous-même. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je dois préciser qu'en ce qui concerne notre ONG Solidarité Senior, en sont membres les personnes qui ont au moins 55 ans. Ce qui veut dire que vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas à la retraite, mais pourvu que vous ayez 55 ans, vous pouvez en être membre. Et il est bon qu'il en soit ainsi parce que ceux qui ne sont pas encore à la retraite, au contact de ceux qui sont déjà à la retraite, peuvent savoir ce que c'est qu'être à la retraite, comment on y vit et déjà se préparer. Donc, ce point de vue-là, je pense que c'est un brassage qui est positif dans la mesure où il permet à ceux qui ne sont pas encore à la retraite de s'apprêter. Ceci dit, être à la retraite, c'est une excellente chose. Vous avez servi votre pays. Et vous, aujourd'hui, le pays dit, mais écoutez, Nassa, allez-y vous reposer. Et bien, écoutez, vous allez vous reposer. Mais pourvu que ce soit préparé un peu. Voilà. Il faut que ce soit préparé un peu. Au fond, qu'est-ce qu'on entend par préparer un peu? De mon point de vue, bon, écoutez, nous sommes tous à Abidjan. Il faut avoir un petit toit à Abidjan. Vous avez un petit toit au village, une petite activité. Et puis, bon. Mais le problème aujourd'hui, pourquoi nous avons créé notre ONG? Nous l'avons créé parce que nous avons constaté qu'au fond, les retraités vivent généralement les conditions un peu difficiles, ça il faut le dire. Et nous avons créé notre ONG pour apporter le secours nécessaire, pour apporter le confort, pour apporter la sérénité, pour accompagner les personnes âgées pour un bien-être, un mieux-être. On a constaté qu'effectivement, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, avec tous les bouleversements que nous connaissons, aujourd'hui, on est de moins en moins adapté à la société à laquelle nous vivons. C'est particulièrement vrai pour ceux qui sont à la retraite. Ils sont fragilisés, ils sont seuls. Et nous avons créé l'ONG pour les aider, à faire en sorte qu'ils puissent bien vivre cette retraite-là. On a constaté que beaucoup étaient malades. Donc il faut les aider à faire en sorte qu'on les accompagne. Donc le principe de base, c'est l'îlot. À la base, il y a l'îlot. L'îlot, c'est quoi? C'est le quartier, tout simplement. On les aide comment? On se fréquente. On se fréquente pour que celui qui est chez lui puisse être... Quand il est malade, il sait qu'il y a des frères qui viennent le saluer. Même un coup de fil, ça fait du bien. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'ONG. Demain, par exemple, on va à Bonois. Bonois, pour se recréer un peu. On va à Bonois et on va y rester toute la journée. Et j'invite les frères et les sœurs à venir nombreux. Donc, on peut être à la retraite et être bien, se sentir bien dans sa peau pourvu qu'on ait préparé cela. Alors, M. Nassa, pendant nos séances de travail pré-plateau, on dira, vous nous disiez qu'un des problèmes du retraité, c'est l'isolement. Oui. Et pourtant, on peut avoir l'impression qu'en Afrique, en tout cas dans nos traditions africaines, on assiste les personnes, je ne vais pas dire âgées parce que vous n'êtes pas une...
Mais je suis âgé, quand en plus de 100 ans. Personne de non, vous êtes troisième âge. senior. Vous êtes senior, voilà. senior. On a l'impression de les assister, de les entourer. On peut penser que dans les sociétés occidentales, effectivement, on constate un véritable délaissement des personnes du troisième âge. Mais en Afrique, on pourrait penser que ce n'est pas le cas. Mais vous nous dites qu'il y a beaucoup de retraités qui se retrouvent isolés. Oui, parce que la société africaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est plus totalement homogène. Nous ne vivons plus les valeurs africaines. Ça, c'est pas faux. Nous vivons, c'est un brassage. Il y a une occidentalisation qui nous de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème véritablement? Écoutez, vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous travaillez, vous avez un salaire, vous avez payé votre maison, votre véhicule, vous occupez votre famille, et puis les parents, ils viennent. Vous les aimez, c'est vrai, mais vous-même, ce que vous gagnez, ce n'est pas facile. Donc, il faut gérer toutes ces situations. C'est ce qui explique aussi en partie le fait que, écoutez, ceux qui sont à la retraite, ils se sentent un peu seuls parce qu'au fond, les enfants ont leurs difficultés. Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas déranger. Et puis, il y a cette méfiance-là, oui, les parents du village, ce sont des sorciers. Malheureusement, et puis, il y a le village aussi, voilà, les parents, il y a cette idée-là. Voilà. Mais je crois que de plus en plus, elle est battue en brèche. Mais il y a cet aspect-là qui fait que, véritablement, mais la société moderne, elle développe l'individualisme. Il faut le dire. Elle développe l'individualisme. Et chacun, le repli sur soi. Quelle que soit la disponibilité de votre entourage, chacun veut aussi d'abord avoir son intimité, mais malheureusement, tout cela confine vers le fait que quand vous êtes seul et que vous tombez malade, il n'y a personne pour s'occuper de vous. L'ONG Solidarité Senior a pour but précisément d'y pallier, de faire en sorte que vous ayez de la visite et si vous êtes malade, au moins quand on vous téléphone ou que parmi nous, il y a des spécialistes, des médecins. Et par exemple, il y a des séances de kinésithérapie qui sont organisées pour ceux qui ont des difficultés. Il y a la gymnastique qui est organisée pour ceux qui ont des difficultés, le sport qui est organisé. Donc tout cela... Le but, c'est d'en faire un club d'amis. C'est un club d'amis. Un club d'amis. Le but, c'est cela précisément. De faire un club d'amis, un ensemble de compagnons. Il s'agit d'accompagner la personne du troisième âge. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, c'est pour ça que nous nous organisons pour qu'effectivement, à ce moment-là, on ne se sente pas abandonné, on sent qu'on est entouré de frères et sœurs qui ont une solidarité de destin avec vous. Vous parlez de maladie tantôt. C'est vrai que quand on avance dans la vie, hein, bien évidemment, les choses sont faites comme ça. On est plus sensible, on est plus sujet à certains petits bobos qui deviennent récurrents et puis qui s'installent. Donc, au sein de ce club-là, de Solidarité Senior, cette ONG, il y a des séances de prévention qui sont faites, de dépistage et puis d'exercices, notamment pour la mémoire. Oui, on fait, parce qu'effectivement, à cet âge-là aussi, on est sujet à beaucoup de pertes de mémoire. Donc, il y a des troubles cognitifs, comme on dit. Donc, ça se fait déjà plusieurs fois pour nous aider à retrouver la mémoire. Parce qu'à cet âge-là, nous avons des troubles de mémoire, il faut bien l'admettre. Et effectivement, ces séances-là nous permettent de faire en sorte qu'on retrouve progressivement la mémoire. Parce que c'est gênant. À supposer que je suis en train de m'entretenir avec vous, que j'ai des troubles de mémoire, c'est gênant pour tout le monde, pour vous et pour moi. Donc, il y a des séances de formation pour essayer de pallier à cela. Alors, M. Dakouri, il nous reste 2 minutes avant d'aller dans la thématique. Les jeunes nous regardent, d'autres générations nous regardent. Il y a certainement des retraités même qui ne connaissent pas peut-être l'existence de ce genre de creuset là où on réfléchit pour que leur bien-être soit de plus effectif. Alors, dites-nous, comment préparer sa retraite? Que ce soit au niveau de la santé, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Comment préparer sa santé de façon globale? La retraite elle-même, elle implique un changement de vie. Vous n'avez plus les mêmes revenus, il faut faire attention. Et puis, vous avez un âge certain, il faut faire attention. Vous ne pouvez plus manger tout ce que vous voulez. Donc, comment la préparer? Ben, je pense, comme je l'ai dit au départ, de mon point de vue, la retraite, c'est d'abord, il faut avoir un petit toit. Parce qu'il me semble vraiment malheureux à la retraite de continuer à payer un loyer à quelqu'un. Donc je pense que la première des choses, c'est avoir un petit toit pour soi. C'est un élément, ça vous sécurise vous-même et puis ça apaise votre famille. Ça enlève beaucoup de stress. Un petit chez soi est mieux qu'un grand chez les autres. Vraiment. Vous avez un petit chez vous ici, vous êtes originaire d'un coin, moi je suis de la Côte-Nord, ici il y a un petit coin là-bas, c'est bon. Donc les jeunes, dès qu'ils commencent là, qu'ils pensent avoir un petit chez eux. C'est vrai que la vie est belle, on aime la voiture, on aime la belle vie, les chaussures, les fringues, tout ça, c'est vrai, mais d'abord un petit chez soi. Parce que demain, quand ça ne va plus là, c'est ça qui vous permet d'être à l'abri du soleil et de la pluie. Quand vous êtes mis à l'abri, bon, écoutez, il faut économiser.
peut économiser et puis avoir une petite activité. C'est vrai que la vie est très dure et l'économie n'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'on a du mérite à le faire. Et une fois que vous avez un petit toit, je pense qu'au moment de la retraite, vous avez une petite activité. Ça, ce n'est pas toujours évident non plus. Mais il faut l'avoir. Il faut avoir une petite activité, une petite plantation qui vous occupe. Et puis, si vous avez cela, ben, écoutez, ça entretient physiquement l'individu. Et avec cela, vous verrez qu'au fond, la retraite, on peut y être et puis se porter bien. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? La boisson, la femme, les hommes, enfin... Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Je vous vois venir. Non, je ne vais nulle part. Je suis très heureux de voir mon doyen, je vais avoir des conseils. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Non, moi je ne bois pas. D'accord. Je ne fume pas. Bon. Maintenant, pour le reste... je suis marié. Je ne comprends pas. Enfin, oui. Je suis marié. Eva, donc, Eva, expliquez-moi. Donc, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Et puis, il faut veiller à son régime alimentaire. Et je crois que si vous avez un régime alimentaire très sérieux, je pense que le reste, ça va. Très bien. Ça va. Merci beaucoup, monsieur Nassar. Merci beaucoup, mon doyen. Merci pour les conseils. C'est moi qui vous remercie. Merci pour les conseils. Encore une fois, je rappelle que demain, on a notre sortie à Baudouin. Il n'y a pas de souci. On salue le président Papé. Merci. On l'embrasse. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous également. Eva, pourquoi vous riez? Non, c'est toujours un plaisir de recevoir M. Nassar. Ah oui, on a eu pas moins de 2 séances de travail avec lui. Non, ça va super, voilà. Votre micro encore ouvert. Merci beaucoup, c'est tellement... Il est trop adorable, ce monsieur. Monsieur Nassar Dakouri, un grand plaisir de l'avoir sur ce plateau pour parler, bien sûr, de sa retraite. Maintenant, nous allons aller dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler musique, certainement un rythme que M. Nassar aime beaucoup, le Ziglibiti, et aussi parler donc de cet autre rythme-là qui rythme, entre guillemets, la Côte d'Ivoire depuis 1990, le Zouglou. On va faire le parallèle et puis parler un peu de l'identité musicale de notre pays. Merci d'être avec nous ce matin. Bonheur, on reçoit maintenant M. Touré BTS, juste après le jingle. Il n'y a pas d'élément. Le Fonds d'entretien routier porte à la connaissance des usagers de l'autoroute du Nord que des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage d'Atinguier et de Saint-Grobeau du vendredi 23 au lundi 26 juin 2017 aux heures suivantes. Pour les départs, Atinguier, vendredi 23 juin de 9h à 15h, samedi 24 juin de 9h à 13h. Pour le retour, Atinguier, lundi 26 juin de 14h à 20h. Saint-Grobeau, vendredi 23 juin de 14h à 19h, lundi 26 juin de 14h à 20h. Le FER s'excuse pour les désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. Plateforme de la musique africaine dans le début des années 80, la Côte d'Ivoire a connu divers genres musicaux provenant parfois du terroir ou du milieu urbain, parmi lesquels le Ziglibiti et bien plus tard le Zouglou. Le Ziglibiti, je sais que c'est une danse qui est venue du terroir bété et qui a été propulsée par le chanteur Ernesto Djedje. Le Ziglibiti est une ancienne danse selon moi parce que je n'étais pas née, mais je sais que celui qui a initié ce concept était Ernesto Djedje. S'inspirant des sonorités traditionnelles des peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont le Zagrobi, le Ziglibiti formait de mots Zigli qui signifie danse et Biti qui signifie chanson sucrée, mielleuse, douce à laquelle on ne peut résister, est un genre musical porté par le chanteur Ernesto Djedje. La disparition prématurée du promoteur du genre musical, à savoir Ernesto Djedje, n'a pas permis aux Ziglibiti de se perpétuer de sorte à être pratiqués par un plus grand nombre de musiciens et artistes chanteurs. Le Ziglibiti n'a pas pu avoir de relais parce qu'il n'y a pas une génération d'alors qui ont suivi, si vous voulez, Ernesto Djedje. C'est vrai que c'est une danse, on a aimé l'artiste, mais est-ce qu'on a aimé sa musique? Moi, ça me fait mal que cette danse-là n'existe plus chez nous. Et on voit les Bob Marley, quand leur anniversaire arrive, on fait. Mais Ernesto Djedje, on a perdu sa voix. C'est pas normal. Vu que c'est une danse traditionnelle, cela peut s'expliquer à travers l'avènement des nouvelles cultures, des cultures occidentales, qui empiètent d'ailleurs même sur
nos cultures traditionnelles. Ce qui n'est pas le cas du Zouglou, né dans un contexte particulier, mais qui a su s'imposer et devenir de nos jours l'espoir de toute une génération africaine. Le Zouglou est une danse qui a été, selon moi, initiée pour militer, parce que les jeunes n'avaient pas eu les mêmes occasions que leurs aînés. Alors ils ont décidé de militer pour pouvoir sensibiliser ou attirer l'attention de l'État sur leur situation. Et le Zouglou est une danse universitaire. Aujourd'hui, on remarque que le Zouglou a un assez bon impact sur les jeunes parce que les chansons Zouglou sont porteuses de messages. Quand on écoute les patrons ou je sais pas les garagistes, ils enseignent peut-être, ils montrent que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais c'est comme une chanson d'encouragement, c'est comme des chansons d'encouragement. La musique Zouglou a pu s'imposer pour devenir aujourd'hui le genre musical international qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire grâce à l'action de certains groupes tels que Magic System, Espoir 2000, les garagistes, les patrons et bien d'autres. Merci. Monsieur Touré BTS, bonjour. Bonjour, Eva. Bonjour, Marco. On peut se poser la question, pourquoi faire un parallèle entre le Zouglou et le Ziglibiti? Qu'est-ce que ces deux genres musicaux ont en commun? Eh bien, mesdames, messieurs, merci, auditeurs de la RTI. Merci de nous suivre. Merci aussi à la direction de la RTI de m'avoir choisi. Je pense que j'ai une très grande responsabilité ce matin pour parler de ça. Effectivement, ce que vous dites est clair et net. C'est les deux éléments fondamentaux qui vont venir caractériser aux yeux du monde entier, à l'échelle internationale, la notion de musique ivoirienne. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard que vous avez sûrement bien choisi ZZ, Zouglou et Ziglibiti. Maintenant, si vous devez me poser une autre question, bon, sinon je continue. Oui, allez-y. Eh bien, tout à l'heure, j'ai vu l'élément qui passait, qui parlait de Ziglibiti. Le Ziglibiti, c'est le premier élément qui a dit au monde entier, déjà à la sous-région, qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la musique. D'accord. Le Zouglou est venu après. Il y a même un élément intermédiaire qui est encore ZD, Zigei. Alors, comment on l'appelle Keke Kassiri, merci d'avoir existé. Je vous attends. Okay. Non, en fait, c'est bien la partie, le Ziglibiti, comme vous l'avez dit un instant, avant, dans le passé, on était très arrimés à tout ce qui venait de l'extérieur. Voilà. Au Congo, notamment, dans la musique. Donc, j'ai souvenance même que les premières chansons des gens comme Amédée Pierre avaient vraiment une forte consonance où on essayait de voir un peu, d'avoir le même feeling que les Congolais. Et puis arrive le Ziglibiti qui vraiment réaffirme l'identité culturelle de notre pays avec quelque chose de nouveau. En bien, Ziglibiti existe. Heureusement d'ailleurs que Bliloué est venu. Parce que dans la définition de l'art, ils vont vous dire qu'est-ce qu'un art majeur, qu'est-ce qu'un art mineur. Je ne peux pas prendre côté plastique, mais musique. Une musique est mineure que quand elle dépend de l'environnement. C'est-à-dire qu'elle veut faire plaisir aux consommateurs. C'est d'ailleurs pour ça que quelquefois je respecte Arafat. Parce que c'est une locomotive. Bien que je n'aime pas son style, mais je le respecte. Parce que c'est un artiste majeur. Pour revenir dans notre temps, tout à l'heure vous êtes intervenu dessus, parlant de la musique congolaise. Effectivement, c'était une mode. À l'école, du moins au Congo, il y a deux écoles. Wendo Kolosoy et puis la version franco. 6 juin 56, Loke Jazz est né. Et Loke Jazz vient porter une contribution fondamentale à la musique congolaise par la véritable rumba. Nous n'allons pas rester là-bas, seulement ses effets négatifs. Bon, pas négatifs, mais ça a rendu la musique de cette période-là mineure. Pourquoi? Parce que les années d'indépendance avec la colonisation et tout ça, il fallait ressembler aux autres. C'est pour ça que même dans le Congo belge, là-bas, il y a la dominance de la musique cubaine. Et puis, parce que il y a, comment on appelle, dans le temps, sur tout le monde, avec l'existence de Fidel Castro, la musique cubaine a dominé toute l'Afrique, même en Guinée. Donc, revenons déjà là. Et quand maintenant ces Congolais se déportent sur la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce qu'Abidjan est un carrefour. Toute la sous-région vient ici. Et c'est ici qu'il faut vendre. Parce que le niveau de vie, aujourd'hui le président Alassane Ouattara parle d'émergence, mais depuis les années 60, paix à son âme, le premier président avait déjà donné un niveau de vie
à l'Ivoirien. Rares étaient les Ivoiriens qui sortaient. Ils y allaient en France que pour étudier. Ça veut dire que Abidjan était un petit Paris. Ce n'est donc pas par hasard que dans les années 72, 13, par là, que... Non, pas 13, 69. Que Rochereau, Emmanuel Lé, a chanté Belle Abidjan, à l'image de comment on appelle mais vous me rendez heureux. À Montréal. Voilà. C'est de son époque. Oui, moi, en 69, j'avais quoi déjà 14 ans, oui, quand même. Ah non, ça veut dire qu'on risque d'avoir le même âge. Donc, Eva, merci de me donner cette petite aération musicale. Et donc, c'est donc par hasard que Emmanuel Lé Rochereau a chanté Belle Abidjan. Et après, la preuve, vous dire que j'abonde dans le même sens que vous, quand il a fini, à Niébidjaz, à Beauville, ils ont chanté, oui, à Abidjan la cité, parce qu'il fallait les copier. Il fallait ressembler à eux, même au niveau des notes musicales. La piscine. Et ce titre-là, d'ailleurs, merci à Govo et Marco, c'est plus facile pour moi. Mais ce titre, d'ailleurs, c'est pas pour eux. Boaké, sa piscine. C'est pour un groupe qu'on appelle Jeunesse Club d'Haïti. Wow. Ça, c'était dans les années 58, 59. C'est une mémoire. D'accord. Alors, pour revenir donc aux... Et après, excuse-moi, la belle Eva. Oui. Après, ce Boaké, ça... Belle Abidjan, belle Eva. Après, Boaké, sa piscine, quand ils ont fini, qui a fait premier? C'est un orchestre guinéen qui a repris Boaké, sa piscine. Et maintenant, eux, ils ont repris, mais eux, ils n'ont pas appelé Boaké, sa piscine. Donc, il y avait vraiment une certaine volonté de ressembler, voilà. De copier. Merci. D'accord. Pour revenir donc aux Ziglibiti qui vient s'imposer, on dira, comme une des premières identités musicales ivoiriennes. Merci, qui est très appréciée, etc. On dira la tête de proue de ce style musical, ce sera bien évidemment Ernesto Djedje. Et pourquoi aujourd'hui cette musique n'a pas réussi à faire beaucoup d'enfants? Parce que quand je prends le parallèle avec la musique, la rumba congolaise par exemple que vous avez évoquée tantôt, jusqu'aujourd'hui, on en fait encore. Voilà. Pourquoi le Ziglibiti, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour, il y a eu quelques artistes voilà, qui s'y sont essayés et puis... J'espère que dans 2 minutes encore, vous allez donner une autre chanson. Parce que vraiment, ça me fait du bien. Eh bien, pourquoi le Ziglibiti n'a pas émergé? Déjà, merci au musée Espace Norosotier, Engrais, 8e tranche. Pourquoi? Le Ziglibiti n'a pas émergé tout simplement parce que le propriétaire du Ziglibiti n'est pas venu pour s'amuser. Il avait des prédispositions naturelles. Il avait l'envie de travailler. Alors on a dit qui n'est pas convaincu n'est pas convaincant. Si vous écoutez à Noah, quand vous allez partir d'ici, cherchez à écouter, prenez, vous rentrez dans vos appareils, cherchez Masterpiece, Temptation, le titre du groupe Temptation, Masterpiece. Vous allez venir, vous revenez, vous écoutez Anoa. Vous cherchez le titre Funky Funky. Vous finissez d'écouter, vous revenez écouter Anoa. Parce que tout simplement, Blé Loué, l'homme que j'appelle Blé Loué, c'est Blé Loué Ernest, dit Ernesto Djedje. Ce monsieur n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour révolutionner la musique ivoirienne. Alors, suivez mon geste. Non, on est très attentif. Voilà 2 éléments. Il vient, il aime chez lui, de Daloa. Il choisit, il se dit, je vais faire le Ziglibiti. Le Ziglibiti, c'est un rythme. Ça veut dire la danse sucrée, on suppose. Et il fait des recherches. Il est bon guitariste, bon danseur et élégant sur scène. Regardez un peu Johnny Dedi Lafleur. Ancien guitariste d'Amédée Pierre. Oui, d'accord, voilà. On ne va pas finir. D'ailleurs, pour parler d'Amédée Pierre, c'est à Saint-Frère ou à Boisflé, si j'ai bonne mémoire dans mes recherches, qu'il a été recruté, ce Ernesto Djedje, par Amédée Pierre. Avant, quand on fait les soirées, il y avait une mi-temps. Et à la mi-temps, il vient, il dit, il veut chanter, il veut faire. Mais Amédée lui dit, est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, si je ne veux pas toujours m'évaser, c'est comme Laba Sossé, le mari de... Bon, je ne vais pas revenir dessus. Laba Sossé, le Gambien, là. Mais c'est comme ça que lui, il a été recruté par Dexter Johnson au Sénégal. Donc, alors, vous parlez donc de Ernesto Djedje, de son élégance, sa prestance. De son élégance sur scène. Vous voyez un peu? C'est comme aujourd'hui, vouloir vous remplacer ce duo-là, c'est compliqué. Il faut être mignon, il faut avoir le style, il faut que le courant passe.
Comme nous, bon, moi, par exemple, à Radio Côte d'Ivoire, mon semblable est trop jeune. C'est mon fils. Bon, donc, pour revenir à la chose. Vous parliez de Johnny Lafleur également. Oui, regardez Johnny Lafleur. Vous avez vu, à paix à son âme. Vous avez vu ses favoris, tout ça, sa coiffure, son look et les bas. Mais Lafleur, Johnny Lafleur, paix à son âme, hein, est plutôt resté dans ce que les gens voient. Ernesto Didier travaillait beaucoup dans l'ombre pour sortir. Ça fait que ses œuvres, ça veut dire que le Ziglibiti est un courant difficile. Il faut fouiller. Vous prenez un son de, comment on appelle, Baby Come Back. Ça, c'est les Equals. Il prend ça, il vient toucher à Terragoué, il touche ça. Le son Baby Come Back que vous avez écouté, quand vous allez réécouter, vous allez voir que du BT. Vous allez voir que du Ziglibiti dedans. Mais pourtant, seuls ceux qui cherchent, alors il peut prendre 5 sons, il les mixe, et puis il se met au travail. Alors des gens arrivent comme ça. Je suis en train de vous dire pourquoi ça n'a pas survécu. Oui, on est en train de... Des gens arrivent, ils veulent faire comme lui. Mais il y a trop de travail. Ils n'ont pas pu. Alors, j'aimerais, vraiment ce que vous dites là, on a une vraie méthodologie avec Ernesto Didier. Tout le monde est unanime là-dessus. Ernesto Didier, c'est une méthodologie, c'est un feeling, c'est un amour vraiment avec grand art. Une passion pour la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve difficilement ça ici. Il n'y en a pas. Merci, jeune. La preuve, si le monsieur il vient, on l'appelait Petit Touré à l'époque, comme par coïncidence, moi je m'appelle Touré. Parce que sa maman... et puis son papa est sénégalais. Mais quand vous voyez de Boisflé, il n'a pas cessé de travailler. Jusqu'à Ernesto Amédée Pierre, Nanou Digbo Amédée Pierre lui donne la responsabilité de l'orchestre Ivoiro Star. Ça veut dire que déjà, on sentait qu'il travaillait sérieusement. Donc, à vous entendre, en tout cas, Ernesto Didier avait une vision de sa carrière du Ziglibiti qu'il était le seul à avoir. Et faute de l'avoir partagé peut-être ou d'avoir eu quelqu'un à sa hauteur, le Ziglibiti est resté et peut-être mort avec Ernesto, puisque aujourd'hui, quand on parle de Ziglibiti, la seule référence, c'est toujours Ernesto Didier. On va passer à l'autre style musical qui nous réunit aujourd'hui, c'est le Zouglou, qui est né dans les années 90, qui perdure jusqu'à aujourd'hui en 2017. Il n'est pas né 90, hein. Ah. C'est son appellation qui a changé. D'accord. Et puis les hommes. Ernesto Didier, merci. Parce que Ernesto Didier a osé. Mais d'une manière ou d'une autre, toujours les aides. Regardez, le Zouglou n'est pas né en 90. Hein. Le Zouglou, c'est de la Loukou. C'est Didier Koussi Koussa. C'est Digbo Dalo. Aujourd'hui, on peut dire Dodo la terre, Zirignon Dodo la terre. D'accord. Parce que la Loukou, les racines du Zouglou, c'est la Loukou, c'est le Aossi, c'est le Passe-Bali de Tchemasoba Bogolo. Voilà. C'est le Palongo de Siriki à Bonouko. Alors, question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Zouglou ne connaisse pas vraiment le même destin que le Ziglibiti, hélas? Parce qu'il faut reconnaître que quand on voit la méthodologie qui était celle donc, de Blé Loué, Ernesto Didier, merci de dire son vrai nom. Voilà, on a l'impression que ceux qui sont là aujourd'hui, les gardiens du temple du Zouglou, est-ce qu'ils peuvent réussir à tenir? Parce qu'on voit que le Zouglou, parfois, quand il voyage, c'est du colore un peu. Oui, mais le problème, c'est quoi? Les gens, ils manquent de conviction. Les gens, ils manquent de conviction. Quand un courant est né, mais il faut travailler. Mais il ne faut pas s'éloigner. Merci Marcelin, parce qu'il y a un autre problème que l'Ivoirien ne voit pas. Il ne faut pas se couper de la source. Regardez les Nigérians. Et vous, regardez Sir Victor Olaya, qui a chanté avec Eti Mensa de Tempos Band. Nous parlons des années 55. D'ailleurs, à ce titre, je dis bonjour à la grande chancelière, Maman Ria Dagri Diabaté, avec qui nous discutons sérieusement. L'Ivoirien ne travaille pas avec une constance. Mais quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là pour qu'ils puissent ne pas refaire les mêmes erreurs par rapport à ce qui s'est passé avec le Ziglibiti, notamment au niveau du Zouglou? Le conseil qu'on peut leur donner, c'est quoi? Il faut faire une harmonie. Il faut travailler ensemble. Rester aux sources. Autour du sujet. Quand par exemple vous parlez d'émergence en Côte d'Ivoire, l'émergence c'est quoi? L'émergence, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? On se réfère aux familles. Vous, Eva, aujourd'hui, avant de sortir, si vous avez un enfant, vous avez pris certaines responsabilités. Vous leur enseignez certaines choses. Mais la matière musicale, l'œuvre d'un pays, l'identité culturelle d'un pays,
Mais si on ne joue pas avec... Je prends l'exemple. Vous avez sûrement reçu un intellectuel ici, de M. Noursotier. Vous avez vu son livre. Il est allé jusqu'à toucher le côté tourisme, hôtellerie, tout. Et des régions. Ces régions-là, quand je vous ai cité tout à l'heure, j'ai fait l'inventaire des origines du Zouglou. Mais toutes les régions en ont. Quand vous prenez là aussi, et la Jos, par exemple, sinon la tigresse, elle chante, mais elle est revenue. Elle a fait un titre à Jos. Après cette année, elle a fait Méli. Mais vous avez vu comment ça prend? Tout ce qui est lié à la tradition prend. Alors, tout simplement pour dire aux jeunes comme... Ça dure surtout. Tout ce qui est lié à la tradition, ça prend, mais ça dure. Merci beaucoup. Ça dure, ça traverse le temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux écouter une chanson d'Ernesto Djedje en 2017, là. Avec votre âge même. Ah, oui, les arrangements déjà, mais ça, on est bluffé. Oui. On est bluffé. Mais c'est d'ailleurs l'une des raisons, puisque l'Ivoirien, les artistes, actuellement, ils ne travaillent pas. Je vais vous dire. Vous avez vu les patrons? Il a repris Bobo Germain de Boni Castro, qui a eu succès. Regardez les garagistes. Anoa, c'est un titre gagné. Même Amédée Pierre, Gogo qui a été succès, c'est un titre gagné. Hein? Bon, mesdames, messieurs, je ne sais pas. Alors, les conseils, concrètement, les conseils pour que le Zouglou puisse... voilà. Et puis, est-ce qu'il y a espoir de voir le Zigli-Biti réémerger, on dira? Est-ce qu'on pourrait le fusionner pour être un peu plus actuel au Zouglou, par exemple, ou à d'autres Non, merci Eva. Le problème, c'est quoi? Dans la vie, il faut avoir des objectifs bien précis. Vous avez vu Luxon Pado, il est là-bas, il est d'Alois. Lui qui est décédé, lui qui a fait Zaï, là, comment on l'appelle? Niaoré Jimmy, il est là-bas. Il y a tellement de musiciens. Mais pourquoi ne pas... On vient, on dit là-bas, là-bas. On vient, on dit ceci. Mais pourtant, à Gagnoua, le Gbegbe, il continue. Avec série simplice. C'est-à-dire, pour répondre à votre question, il faut faire une synergie. Il faut s'asseoir et réfléchir. Dieu merci que nous avons l'Institut national des arts. Non, on n'appelle plus ça comme ça. C'est l'INSAC. Nous, quand nous étions, on appelait ça l'INA. Je pense, regardez l'hommage qu'ils ont rendu à Ernesto Djedje. Je pense que tout le monde doit se donner la main. Poser la balle. Prenez le Nigeria aujourd'hui. Regardez leur musique. Je jure, depuis 55, ils sont liés. Regardez Arabadé. Oui. Regardez Chakara, regardez Messia, regardez, comment on appelle ça, Kelechi. Mais suivez, regardez aujourd'hui, P-Square, pour être maintenant, mais regardez Fali, le dernier titre qu'il vient de faire. C'est un titre, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Et le Koyo. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper. Si vous coupez, il n'y a rien à faire. Il faut rester toujours arrimé, il faut toujours s'arrimer à sa base. Oui, voilà. Mais et se rapprocher aussi des anciens. Soyons honnêtes, soyons réalistes également. Nous sommes en 2017, l'industrie musicale a évolué. Comment créer, quand on crée un rythme, le rythme vit. Il a sa durée, il atteint son apogée et puis parfois il sombre ou bien il meurt. Mais il y a des réalités aussi. Il y a le monde, on est dans un village planétaire aujourd'hui. Est-ce que mon Zigli-Biti de 1960 peut être toujours le Zigli-Biti de 1960 en 2050 ou en 2100? Est-ce qu'il n'y a pas parfois, est-ce que parfois il ne faut pas s'adapter, faire un peu de compromis pour que le rythme perdure? Toi, tu manges avec cuillère, non? Oui. Ça dépend du plat. Pas ça. Mais pourtant, par mouvement, tu manges à la main. Mais moi, je ne parle pas en Tchémaka, je ne parle pas en Koya, je parle en français. Ça veut dire que ça s'impose. La mondialisation s'impose. Mais alors, il ne faut pas perdre ses racines. Pas perdre son identité. C'est pour ça. Je demande pardon aux artistes. Regardez un peu, tout dernièrement, là, le dernier titre de Fali qui fait succès. Là. C'est trois. Fali Poupa est la troisième, quatrième personne à reprendre ce titre. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail derrière. Donc je demande à nos jeunes, là, ce n'est pas la peine de couper. Parce que quand on va, où on tire pour aller, je parle de minorité, de majorité d'art, là, il faut faire une identité. Alors, quand on dit Drogba, on a évolué. Quand on dit Yaya Touré, on ne les classe pas avec les Brésiliens, on les classe avec les Ivoiriens. Quand on dit Marcelin Vogo, on sait d'où tu viens. Et c'est ça, et c'est cet ensemble-là qui donne une harmonie pour faire la beauté du monde. D'accord. Donc on va inviter regardez les par jeunes exemple artistes. les beautés hautes là. Regardez les beautés maghrébines, même si notre voisine Eva n'est pas loin de là. Regardez un peu tout le monde. Mais pourquoi on dit ça, c'est beauté, bagnon? Mais c'est ça qui fait la beauté du monde. D'accord. Sinon, si tout le monde est la même chose, pourquoi on ne porterait pas kaki tout le monde?
Donc on va inviter donc les jeunes artistes parce qu'ils ont également cette responsabilité-là de faire perdurer nos cultures et de les faire connaître aux plus jeunes. C'est vrai qu'on oublie souvent cette mission de l'artiste. Donc on va les inviter à fouiller dans notre culture. Elle est tellement large, il y a près de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, autant de rythmes musicaux, voire 10 fois plus. Donc il y a de la matière, on peut fouiller, trouver et puis actualiser. Merci, je vais vous prendre le mot là. Est-ce que vous savez que moi j'ai trouvé à Paris, à l'INA, j'ai trouvé un titre d'Ala Thérèse qu'il n'y a pas ici. Pour vous dire que les Blancs là, ils se tirent vers nous. Pourquoi pas nous-mêmes? Regardez la multitude, comme elle est intervenue dessus. Je vous suis. Non mais c'est vrai que y a un souci. Il y a un souci, même au niveau des droits. Rien que ça. Il y a, là, peut-être même qu'Ala Thérèse ne sait même pas ce que vous venez de nous dire. Il y a une certaine organisation également qui s'impose. Il faut, pour que l'industrie musicale, c'est le showbiz. C'est cette notion-là qu'on doit aussi appréhender, intégrer dans notre manière de faire la musique. Franchement, moi, quand je vois aujourd'hui les Richard Bonnat, je vois les Ali Farka Touré, des gens qui sont partis de rien avec leur richesse de base, c'est-à-dire vraiment le noyau même de leur culture, et aujourd'hui, qui évolue sans complexe. Mais nous, quand on vient de Côte d'Ivoire, parfois, on a tendance à vouloir nuancer un peu tout ça, à édulcorer un peu pour faire plaisir à une certaine industrie. Pourquoi? C'est ça. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que l'Ivoirien me copie. Et puis quand il se retrouve là, il s'oublie. Regardez la Oko d'Antoinette Kona. C'est quelque chose de très important. Mais il y a eu ça. Il y a eu une révolution. Sinon, quand vous prenez Sœur Komwe là, c'était l'influence de Lucie Yenga au Congo. Maintenant, au niveau du Cameroun, il y avait Anne-Marie Nzié. Et tout ça. Pendant qu'il y a une certaine Marie qui était à Gaïwa, qui fait du Tourou, une femme. Merci au professeur Seri Bailly. Merci à vous. Merci à vous également, Touré BTS. Merci pour cette échange. Vous avez dit quoi que ça finit? Oui, malheureusement. C'est tellement intéressant. Merci pour la clé. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer. Franchement, on rappelle que pour ceux qui voudraient de plus d'informations, il y a un musée à Angré qui retrace donc toute la... Il y a aussi à Bobo. À Bobo également. Voilà, qui retrace l'histoire de la musique ivoirienne. À Bobo, c'est du Touré BTS, c'est le groupe Touré BTS. Et aussi, l'université m'envoie des étudiants. L'Institut des Arts m'envoie des étudiants. Et merci aussi, je profite de votre antenne, sinon de notre antenne, pour dire que... Oui, c'est la nôtre. Oui, puisque Radio Côte d'Ivoire ici. Pour dire en même temps que je suis là, je suis au ministère de la Culture. Je suis là-bas comme fonctionnaire. Et surtout, vous êtes un passionné de musique. C'est un grand plaisir de parler musique avec vous. Quand on préparait l'émission, là, on est resté comme ça, Eva et moi, Béa, on a découvert des sons. Et puis, merci beaucoup pour ce grand cadeau que vous nous faites. Donc, cette clé-là qui retrace toute l'histoire musicale de notre pays. Voilà, merci à vous, merci Touré BTS, merci à tous nos invités qui se sont succédés sur ce plateau. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ces matinales. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle était réalisée par Christelle Akoussa, pendant que Kadi Fadiga signe toujours la rédaction de ce magazine. On se retrouve à 14h30 pour la rediffusion. Sinon, lundi, 5h55, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Francophonie, J-27, ciao, ciao.